La Première Guerre mondiale a donné naissance à certaines des armes les plus inquiétantes jamais utilisées au combat. Et les armes chimiques n'en sont qu'un exemple. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quel point les effets étaient atroces sur le corps humain, comment elles fonctionnaient et combien de types différents existaient? Eh bien, si c'est le cas, vous allez maintenant obtenir une réponse. Mais laissez-moi vous prévenir avant que vous n'obteniez cette réponse. Une fois que vous l'aurez entendue, vous ne pourrez plus l'oublier. Et croyez-moi, c'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ceci est un avertissement honnête pour ceux qui ont l'estomac fragile avant d'aller plus loin. D'accord? Alors remontons dans l'histoire des armes chimiques et partons de là pour que tout ait un sens. Les armes chimiques ont été utilisées à travers l'histoire pendant des siècles, généralement sous forme de poison ou même de fumée toxique utilisée dans certains cas isolés, comme par les Spartiates et les Athéniens. Ces poisons étaient utilisés lors de sièges pour priver l'ennemi d'eau potable ou la fumée pour éliminer certaines positions défensives particulièrement tenaces qui ne pouvaient être prises d'une autre manière. Cependant, à l'époque considérée comme moderne du début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, de telles armes ont fait l'objet d'expérimentations, mais elles étaient jugées peu pratiques et considérées principalement comme une façon lâche de mener une guerre. Si vous bombardez votre ennemi avec de l'artillerie et des mitrailleuses, c'est acceptable, honorable et équitable. Mais utiliser du poison, c'est une manière de femme de faire la guerre. Je plaisante, bien sûr, mais ces armes n'ont pas reçu beaucoup d'attention avant la guerre. Le fait est cependant que dans les années précédant la Grande Guerre, la technologie et les armes ont considérablement progressé et n'avaient pas encore eu l'occasion d'être testées à une telle échelle. Ainsi, lorsque la guerre a commencé, qui était censée être courte et décisive, avec des batailles ouvertes, des charges et des manœuvres, les armées se sont heurtées à l'artillerie à tir rapide et aux mitrailleuses de l'adversaire, tandis que les premiers avions, pour la première fois dans l'histoire, fournissaient des données en temps réel sur l'activité ennemie. Cela signifiait que les charges étaient fauchées par des tirs nourris et qu'aucun camp ne pouvait déborder l'autre. Les lignes de tranchées se sont rapidement étendues de la mer du Nord à la frontière suisse, créant l'infâme front occidental qui allait connaître la plupart des horreurs des nouvelles armes et tactiques déployées. Maintenant que les armées étaient enfermées face à face, elles se sont retrouvées dans une impasse jamais vue auparavant que personne ne semblait pouvoir briser. Se bombarder indéfiniment et charger à travers le No Man's Land contre les mitrailleuses s'est avéré ne pas être la meilleure tactique. Et même si une section de tranchée était capturée par quelqu'un, la force attaquante était tellement malmenée qu'elle ne pouvait pas tenir le territoire conquis longtemps. L'inévitable contre-attaque les repoussait à nouveau, et rien ne changeait sur le front à part des milliers de jeunes soldats qui mouraient chaque jour. Ils ont essayé de creuser des tunnels sous le No Man's Land, d'envoyer de petits groupes de raids, les premiers chars sont apparus, des armures de fortune, et de nombreuses autres tentatives désespérées pour briser le blocage, mais rien ne semblait fonctionner. Alors, progressivement, l'idée d'utiliser lâchement des produits chimiques pour neutraliser les soldats ennemis a commencé à sembler petit à petit plus attrayante et peut être même comme la solution possible à la guerre. Mais comme c'était déjà vu avant la guerre comme une manière non civilisée de tuer un autre être humain, si vous voyez même l'ironie dans cela, les projectiles conçus pour diffuser des gaz asphyxiants ou toxiques étaient strictement interdits par la Déclaration de La Haye de 1899. La Convention de La Haye de 1907 a également interdit le poison ou les armes empoisonnées, qualifiant ces types d'armes de trop cruels. Cependant, la guerre dans les tranchées devenait progressivement plus troublante chaque mois, et il était plus que clair que toutes les armes traditionnelles n'allaient tout simplement rien changer à grande échelle. C'est dans ce contexte que la guerre chimique est apparue comme une arme supérieure qui pourrait résoudre cela et peut, être même, gagner la guerre. Les Allemands expérimentaient ces armes en premier et essayaient de trouver un moyen de les utiliser sans enfreindre directement les règles des conventions qui les interdisaient strictement. Mais même en les utilisant de cette manière strictement interdite, il était difficile de faire fonctionner efficacement les premières armes chimiques dans les obus d'artillerie. Il y a eu quelques expériences secrètes avec de tels obus, mais elles n'ont pas réussi, et les armes chimiques semblaient être un projet raté. Mais lorsque le blocage dans les tranchées a montré qu'il n'allait nulle part, il y a eu un débat parmi les officiers et les chimistes sur quelles substances pouvaient être utilisées
et comment elles pouvaient être livrées. Ils ont réalisé 2 choses. Premièrement, que les gaz toxiques, comme le chlore et le phogène, étaient faciles et peu coûteux à produire en grande quantité, car ils étaient déjà un sous-produit de la fabrication de colorants, et ceux-ci pouvaient être suffisamment puissants pour éliminer de nombreux hommes dans les tranchées. Mais plus important encore, les Allemands ont trouvé la faille dans ces conventions sur les armes chimiques. Elles interdisaient strictement seulement les projectiles de gaz, comme s'ils étaient livrés par des obus d'artillerie, puis dispersaient les substances toxiques. Personne n'a rien dit sur le fait de libérer la même substance à partir de cylindres et de laisser le vent la souffler vers le côté ennemi des tranchées. Donc, en gros, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Vous voyez, plus ou moins. Les Français ont été les premiers à essayer de déloger les Allemands des tranchées avec des grenades lacrymogènes. Mais l'attaque a été si inefficace que les Allemands ne se sont même pas rendus compte qu'ils subissaient la première forme d'attaque au gaz. Mais le gaz lacrymogène était non létal, et les Allemands préparaient maintenant quelque chose de beaucoup plus sombre et bien sûr plus mortel, le gaz de chlore. Il était plus dense que l'air, donc il descendrait dans les tranchées où se trouvaient les soldats. Et à forte concentration, le chlore peut complètement détruire les poumons d'une personne en quelques minutes. Donc, pour contourner les règles, les Allemands ont pris des cylindres remplis de chlore liquide. Et ils ont commencé à les préparer sur les lignes de front. Tout au long du début de 1915, les pionniers allemands ont déplacé plus de 5000 cylindres de gaz dans des positions avancées secrètes en Flandre. Et les premières victimes du gaz se sont produites avant même qu'il ne soit censé être utilisé, et c'étaient des soldats allemands eux-mêmes. L'artillerie alliée a frappé certains cylindres, libérant du chlore dans une tranchée allemande, et les premiers masques à gaz improvisés, sous forme de tampons de gaz, n'étaient pas assez efficaces pour les protéger. Mais ils ont continué avec ce qui avait pour nom de code, écoutez bien ça, l'opération désinfection. Je vais vous laisser un moment pour réaliser à quel point c'était macabre. Nous sommes maintenant le 22 avril 1915 à Ypres, tôt le matin. Les troupes alliées dans les tranchées ont remarqué un étrange nuage jaune, verdâtre poussé lentement par le vent depuis les lignes allemandes vers elles. Au début, ils ont pensé que c'était peu, être un écran de fumée pour une attaque conventionnelle. Mais quelques instants plus tard, ils réaliseraient ce que c'était vraiment. Les Allemands ont maintenant ouvert les vannes de milliers de ces cylindres qu'ils avaient préparés, libérant environ 145 tonnes de gaz de chlore le long d'une section de 6-4 km du front. En quelques minutes, toute la section du front s'est transformée en véritable horreur. Le capitaine français Gorlamour a téléphoné à son quartier général et a crié frénétiquement « Toutes mes tranchées sont étouffées, je tombe moi-même », avant que la transmission ne se termine avec sa mort. Du gaz de chlore dense s'est déversé dans les abris et les trous d'obus. Et pour aggraver les choses, les masques à gaz n'étaient pas distribués à ce moment-là. Donc, au moment où les soldats ont réalisé, à partir de l'odeur âcre d'eau de Javel, ce qu'était ce nuage, il était trop tard. Ils en avaient inhalé assez pour que ces effets perturbants commencent. La panique a balayé la ligne et les soldats au visage gris et aux yeux exorbités se sont agrippés la gorge en courant avant de tomber au sol. En seulement 10 minutes, les unités françaises de première ligne ont cessé d'exister en tant que forces combattantes, mortes ou forcées de battre en retraite avec les effets horribles du chlore sur leur gorge, leurs yeux et leurs poumons. Plus de 1000 troupes françaises et algériennes stationnées là ont été tuées avec plus de 4000 gravement blessés. Un secteur défensif entier d'environ 6-4 km s'est effondré et s'est ouvert en quelques minutes, ce qui était tout simplement inouï. L'infanterie allemande, bien sûr, a suivi de près le nuage de gaz avec des tampons de gaz improvisés imbibés de solution de bicarbonate attachés sur leur bouche et leur nez. Ils étaient eux-mêmes choqués par ce que cette nouvelle arme avait créé, enjambant des tas de soldats ennemis morts. Alors que le nuage dérivait, porté par le vent, il est allé vers les villages voisins et a tué et blessé beaucoup plus de civils et d'animaux sous le vent d'Ypres. Bien que les Allemands aient réalisé une surprise tactique complète et capturé de nombreuses pièces d'artillerie alliées et des dépôts de ravitaillement qui avaient été abandonnés dans la panique, plusieurs facteurs ont empêché cela d'être une victoire décisive pour la guerre. Et la principale raison est que le commandement allemand n'avait pas anticipé un tel effondrement et une telle efficacité du gaz de chlore et ne s'était pas préparé en conséquence pour l'exploiter pleinement.
Certaines forces d'attaque allemandes ont poussé trop loin et se sont fait gazer elles-mêmes, tandis que d'autres ont dû ralentir, incertaines s'il était sûr d'aller plus loin. Cela a laissé suffisamment de temps aux Alliés pour s'organiser et précipiter la première division canadienne pour combler la brèche dans la ligne, rejoint plus tard par des unités britanniques et françaises survivantes. Ces unités n'avaient pas non plus de masques à gaz, et voyant de première main ce que cette nouvelle arme ferait, ils ont d'abord improvisé avec des chiffons imbibés d'urine tenus sur le nez et la bouche pour neutraliser le chlore. Et ouais, vous ne pouvez qu'imaginer comment, au-delà de toutes les horreurs quotidiennes de la guerre, vous devriez maintenant porter un chiffon pissé sur votre bouche. Mais blague à part, c'était quand même un meilleur choix que d'inhaler du gaz. Dans les jours suivants, de violents combats ont fait rage, et les Allemands ont lancé 3 autres attaques au gaz contre les positions canadiennes et britanniques. Exactement de la même manière qu'auparavant, les Alliés ont tenu leur position malgré de lourdes pertes causées par le gaz. Les Allemands ont gagné du terrain, mais leur offensive s'est rapidement enlisée et bloquée à nouveau. Mais maintenant, la guerre avait changé. Le gaz de chlore n'était que le début, car de nouveaux gaz plus horribles étaient sur le point d'arriver. Nous allons donc vous parler d'eux et à quel point les effets étaient mauvais sur le corps humain. Le monde a été choqué par cela et n'a pas attendu pour condamner les Allemands dans les médias, peignant leur image comme des sauvages complets et des lâches pour, entre guillemets, utiliser du poison dans une forme de guerre par ailleurs si noble. Cependant, il était maintenant trop tard pour faire marche arrière, car les Alliés, réalisant maintenant le potentiel de cette nouvelle arme, et bien sûr, sous prétexte que les Allemands avaient commencé en premier, travaillaient sur leur propre réponse. L'armée britannique a formé une unité spéciale de guerre chimique. Et dès l'été de la même année, elle a commencé à riposter aux attaques d'Ypres. La première attaque britannique est survenue lors de la bataille de Loos le 25 septembre. Ironiquement, ils ont choisi la même méthode que les Allemands et ont libéré du chlore à partir de milliers de cylindres car les obus d'artillerie au gaz approprié n'étaient toujours pas développés. Cependant, contrairement à l'énorme succès allemand pour gazer leurs ennemis, celle-ci s'est avérée catastrophique. Dans certains secteurs, le vent a soufflé le chlore vers les lignes britanniques, tandis que dans d'autres, il s'est attardé dans le no man's land sans atteindre la ligne allemande du tout. Et pour aggraver encore les choses, de nombreux cylindres de gaz britanniques n'ont pas pu être ouverts à temps car quelqu'un avait fourni les mauvaises clés de vanne. Donc, lorsque les Allemands ont commencé à les bombarder, certains des cylindres ont été touchés et ont éclaté le gaz parmi les troupes britanniques. Les Britanniques avaient à l'époque des soi-disant cagoules anti-fumée primitives avec des lunettes, mais elles n'étaient pas exactement fiables et efficaces. Donc cette attaque au gaz a en fait tué plus de soldats britanniques qu'allemands. À la fin de 1915, toutes les grandes armées déployaient du gaz sous une forme ou une autre et les Alliés sont en fait allés encore plus loin. La France a introduit le gaz phogène. Il était mélangé avec du chlore et créait un gaz beaucoup plus mortel qui est devenu l'agent tueur préféré des Alliés. Les Allemands ont rapidement suivi de près, introduisant également le phosgène et l'ont utilisé lors d'une autre attaque dévastatrice lorsqu'ils ont libéré 80 tonnes à partir de cylindres et causé plus de 1000 victimes alliées. Mais la véritable percée a eu lieu lorsqu'ils ont réussi à mettre du gaz phogène modifié dans des obus d'artillerie. Mais ce n'est pas tout, car un autre produit chimique a été introduit en 1917. C'était le gaz moutarde. Maintenant, couvrons ces 3 principaux produits chimiques utilisés pendant la Première Guerre mondiale et disons-vous comment chacun d'eux fonctionnait et leurs effets troublants sur le corps humain. Alors préparez-vous. Comme nous l'avons déjà mentionné, le chlore était le premier gaz mortel utilisé et son mécanisme est simple, brutal et efficace. Le gaz de chlore, lorsqu'il est libéré, réagit avec l'eau dans les muqueuses des yeux, du nez, de la gorge et surtout des poumons. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il forme de l'acide chlorhydrique. En termes simples, lorsqu'il est inhalé, le chlore transforme l'humidité dans les poumons d'une personne en acide qui brûle horriblement les tissus. Il en va de même pour les yeux, le nez et la gorge, créant une sensation de brûlure immédiate. Mais dans les poumons, c'est le pire car étant brûlés par l'acide, les poumons répondent en sécrétant du liquide. Et maintenant, je dois faire attention à la façon dont je décris cela, car nous sommes sur YouTube, mais les poumons se rempliraient littéralement d'eau de l'intérieur.
La cause du décès est en fait la noyade de l'intérieur. Et décrire comment la personne aurait l'air et se comporterait en vivant cela ferait retirer la vidéo, mais je pense que vous pouvez imaginer comment cela pourrait être. Maintenant, imaginez cela avec des centaines de soldats et la scène qu'il a laissée derrière. Et vous comprendriez pourquoi les soldats survivants à la Première Guerre mondiale ne seraient plus jamais les mêmes. Cependant, le chlore n'était que le début, car ensuite le phosgène a été introduit. Maintenant, celui-ci était le gaz le plus mortel de la guerre, et pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement au chlore, le phosgène est incolore et beaucoup moins irritant immédiatement. Il a une odeur douce décrite comme du foin moisi ou du maïs, ce qui n'alarmait généralement pas les soldats jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'était son plus grand danger. Les soldats en inhaleraient suffisamment pour être mortels avant que les effets ne soient montrés. Le phosgène réagit avec les protéines dans les poumons et endommage la membrane où l'échange d'oxygène se produit. Cela, similaire au chlore, crée cette accumulation d'eau dans les poumons. Mais au cours de plusieurs heures, les soldats touchés par le phosgène pouvaient être légèrement irrités et penser qu'ils allaient bien. Mais le lendemain, ils étaient morts. Les médecins recevaient des soldats marchant depuis la ligne de front où ils avaient été gazés, semblant aller bien au début. Mais les médecins savaient qu'ils étaient littéralement des morts vivants. Il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour les aider maintenant et il n'y avait pas d'antidote car les dommages étaient déjà faits. Les effets étaient inévitables et la survie dépendait de la quantité de gaz qu'ils avaient inhalé. Le phosgène à lui seul a causé environ 80% de tous les décès par gaz dans la guerre précisément parce qu'il était si difficile à détecter. Il serait tiré parmi les obus d'artillerie standard pour le masquer. Et au moment où les alarmes pour les masques à gaz se déclenchaient, il était généralement trop tard. Les masques à gaz offraient également moins de protection contre ces molécules plus petites et plus puissantes. Mais nous n'avons pas fini ici. Il y a le gaz moutarde, introduit par les Allemands en 1917. Il avait pour nom de code Croix jaune et a gagné le titre de roi des gaz de combat. Celui-ci fonctionnait très différemment du chlore et du phosgène. Au lieu d'attaquer les poumons, la moutarde était un agent vésicant. Lorsqu'il est déployé dans des obus d'artillerie, il se disperse en une fine brume de gouttelettes. Son odeur est décrite comme de l'ail ou des oignons. Et similaire au phosgène, le premier grand problème avec la moutarde est que ses effets sont retardés. Les victimes ne sentiraient rien pendant quelques heures après l'exposition. Mais des heures plus tard, des rougeurs et des démangeaisons apparaîtraient d'abord sur la peau exposée, puis seraient suivies de cloques sévères. Les régions de peau chaudes et humides comme les aisselles, l'aine et ainsi de suite étaient les plus gravement affectées car la vapeur de moutarde s'y concentre et les cloques sont grandes et profondes. Les yeux seraient également horriblement affectés avec les paupières qui gonflent et se ferment et la cécité temporaire était courante. L'inhalation brûle également les poumons, leur faisant des ravages. Le gaz moutarde n'était pas aussi mortel que le phosgène, mais il a mis hors de combat beaucoup plus de soldats qu'il n'en a tués, créant des pertes massives qui ont submergé les hôpitaux de campagne. En seulement 3 semaines après l'introduction de la moutarde, les pertes par gaz alliées ont égalé le nombre total de l'année précédente entière. Et si tout cela ne suffisait pas, le gaz moutarde pouvait persister pendant des jours ou des semaines dans un climat humide et s'accrocher aux uniformes. Donc, des stations de nettoyage spéciales ont été créées pour les hommes revenant des zones de moutarde. Un défi majeur dans le traitement des victimes de gaz était qu'elles arrivaient en grand nombre à la fois et elles avaient toutes besoin de soins urgents. Le personnel médical travaillait 24 heures sur 24, mais il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Il décrivait les victimes de gaz comme certaines des pires et des plus déchirantes. Et c'était juste une agonie pure, avec des soldats suppliant les médecins d'y mettre fin pour eux. Pour les survivants, il y avait des conséquences à long terme sur la santé. Et elles dépendaient toutes de la quantité et du type de gaz auquel ils avaient été exposés. Le front oriental a également connu la guerre chimique. Et vous avez probablement entendu parler de cet incident tristement célèbre à la forteresse d'Ossowek. Ici, les Allemands ont déployé du chlore contre les défenseurs russes d'un fort qui ne pouvait pas être capturé par des moyens conventionnels. Les Russes, manquant de masques à gaz appropriés, ont horriblement souffert de l'attaque. Mais au lieu de sortir sans combattre, ils ont décidé de faire en sorte que leur mort compte dans ce qui a été plus tard rappelé comme l'attaque des hommes morts.
Les soldats russes survivants, à moitié empoisonnés, enveloppés dans des bandages et toussant du sang, sont sortis de la forteresse et ont contre-attaqué dans une charge horrifique qui a effrayé les soldats allemands. Voyant ce spectacle, les Allemands ont paniqué et se sont retirés avec de lourdes pertes. Les Italiens ont également terriblement souffert lorsque les Austro-Hongrois ont libéré un nuage de chlorphogène à Monte-Saint-Michel sur le front italien. Cela a pris les Italiens au dépourvu et plus de 2000 soldats sont morts en une seule attaque. Au cours de 1906 et 1917, la guerre chimique s'est encore intensifiée et n'était plus une arme surprise rare. Chaque offensive majeure sur le front occidental incluait maintenant des bombardements au gaz parmi les obus conventionnels. En 1918, environ 10% des obus contenaient une forme d'agent chimique. Ils le tiraient également à l'arrière pour refuser le repos et le mouvement et de toutes les manières rendre la vie encore plus difficile pour les soldats dans les tranchées, comme s'ils n'avaient pas déjà assez de problèmes. Mais le plus gros problème est devenu d'identifier que vous étiez sous attaque au gaz, car tous les camps ont appris à masquer le gaz avec des obus standards. Vous voyez, les obus à gaz avaient généralement une charge faible pour éviter de détruire les produits chimiques, et quand ils explosent, ils font un bruit sourd distinctif. Les soldats sous attaque reconnaîtraient ce son et mettraient leur masque à gaz. En les mélangeant avec des obus explosifs standards, cela est devenu beaucoup plus difficile à faire et aussi plus difficile d'alerter les autres. La contre-mesure la plus importante était, bien sûr, le masque à gaz. Ils ont rapidement évolué d'une protection improvisée de fortune à des conceptions plus sophistiquées avec de vrais filtres. Le petit respirateur à boîte britannique, par exemple, était l'un des plus efficaces. Cependant, aucun masque de l'époque de la Première Guerre mondiale ne pouvait protéger les soldats de manière fiable, surtout contre le gaz moutarde, qui n'avait pas besoin d'être inhalé pour causer ces effets horribles. Des systèmes d'alarme au gaz ont été mis en place, et les soldats gardaient toujours les masques à gaz sur eux et étaient formés pour les mettre aussi rapidement que possible. Chaque seconde d'inhalation d'air contaminé faisait la différence entre la vie et la mort. Mais fonctionner avec le masque à gaz était toujours tout sauf une expérience pratique et confortable, puisque vous auriez encore tous les autres dangers et horreurs de la guerre conventionnelle. Les statistiques disent qu'environ 112 000 tonnes d'agents chimiques ont été déployés pendant la Première Guerre mondiale, et elles ont causé environ 1,3 million de victimes, dont environ 90 000 sont mortes. Mais comme vous l'avez maintenant vu, la mort par artillerie ou balle, aussi cruelle soit-elle, n'est rien comparé aux effets des armes chimiques. Celles-ci tuaient de manière si horrible, mais estropiaient, aveuglait et mutilait également d'une manière que nous ne pouvons même pas vous montrer ou décrire ici sur YouTube sans que cette vidéo ne soit retirée. Cependant, après la fin de la guerre, bien que le monde entier ait condamné de telles armes et se soit battu pour leur interdiction dans la guerre, elles ne disparaîtraient pas, mais évolueraient. En 1925, le protocole de Genève a interdit l'utilisation de telles armes en temps de guerre. Cependant, il interdisait l'utilisation, mais pas le développement, la production ou le stockage de telles armes. Et surtout, la plupart des nations ont signé la convention avec des réserves stipulant que si leur ennemi utilisait des armes chimiques, elles riposteraient de la même manière. Un tournant encore plus sombre dans les armes chimiques a été le développement de nouveaux agents, les gaz neurotoxiques et ensuite les armes biologiques comme les virus et les bactéries ou les toxines naturelles. Par exemple, le tabac, le sarin et le somin sont des armes chimiques développées pendant la période de la guerre mondiale et étaient des agents beaucoup plus mortels que tout ce qui avait été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Ils attaquent au lieu des poumons directement le système nerveux qui provoque ensuite le blocage des poumons, et bien, vous pouvez imaginer le reste. D'un autre côté, des armes biologiques comme l'anthrax, la peste, la variole, et ainsi de suite ont également été développées avec le potentiel de devenir incontrôlables et de se propager dans le monde entier si elles étaient réellement déployées. Donc, elles sont dans la catégorie des armes de destruction massive. Les Japonais en ont effectivement déployé certaines sur les Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, infectant des mouches, puis les libérant sur les villages chinois. Les Allemands ont produit de grandes quantités de tabac pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Hitler n'a jamais autorisé leur utilisation, très probablement par peur des représailles alliées. Mais il ne savait probablement jamais qu'à l'époque, les Alliés n'avaient rien de proche
de ce que les Allemands avaient en matière de telles armes. On dit également que Hitler a lui-même été victime du gaz moutarde de la Première Guerre mondiale, et peut être que cela l'a poussé à aller contre de telles armes, sauf si vraiment nécessaire. La Seconde Guerre mondiale n'a pas vu une utilisation du gaz proche de celle de la guerre précédente. Bien que le Japon l'ait utilisé contre la Chine, et bien les autres choses pour lesquelles le gaz a été utilisé, vous savez, effacer des populations entières dans ces camps entre guillemets, mais nous n'entrerons pas dans cela ici. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les superpuissances ont continué à produire et à stocker toutes sortes d'armes chimiques, et elles ont été utilisées dans certains cas isolés dans des conflits ici et là, comme dans la guerre Iran-Irak dans les années 1980 où beaucoup de civils sont morts en tant que victimes collatérales. Cependant, en 1993, enfin, après de nombreuses années de négociations, la Convention sur les armes chimiques a été signée, interdisant maintenant non seulement l'utilisation, mais aussi le développement, la production et le stockage de telles armes avec des mandats pour la destruction des stocks existants. Mais sachant comment nous, les gens, sommes, je ne serais pas surpris s'ils trouvent leur chemin sur le champ de bataille à nouveau. Si vous avez vraiment l'estomac solide, vous pouvez rechercher sur Internet les effets de telle arme.